So thank you all once again for being here with us for this, our second session of the 2023 J-CORE SDG Lab, which is a contribution of the Justice Coalition of Religious, J-CORE, to an annual UN forum, which we know very formally as the High-Level Political Forum on Sustainable Development. And this is a forum that we know informally as the Progress Review Conference for the achievement of the Sustainable Development Goals, a space in which governments come together and make presentations about their national progress toward achieving the commitments and the promises of the Sustainable Development Goals. And very fortunately, while the priority space is given to governments in this forum, it is also a time for us to come together as members of civil society to also share our perspectives and our insights and our contributions to the achievement of the Sustainable Development Goals as well. So those who are familiar with our lab will know that we are having one session dedicated to each of the Sustainable Development Goals that is being prioritized or has been selected as a theme for this year's forum. And so we began yesterday talking about goal number 6 on water and sanitation. And now we continue today speaking about goal number 7, which is the matter of clean and affordable energy for all, which is an issue that, of course, has both social and environmental components to it. So we are joined today by a few members of the global community of Catholic sisters, brothers, priests, and their partners in mission who are working to achieve this goal or who have been involved in some way in a community that has either been affected by progress toward achieving this goal or perhaps that has been seeing a lack of progress toward this goal. And so we will begin our conversation today by going first to contribution from a lay partner who is working diligently in the Democratic Republic of the Congo. Christian will be speaking to us about some of his work and an effort that he has made in collaborating with several other organizations and groups who are concerned with clean energy. And so we will begin by going first to Christian Mabenga in the Democratic Republic of the Congo. Christian, you have the floor. Thanks a lot, Teresa. Hi, everyone. I'm happy to be here with you today and to share with you the experience from our side in DRC. Bonjour à tous, je suis Christian. Je suis un... Good morning, everyone. I am Christian. I'm from the Congo. I live in Kinshasa, the capital. I work for the ONG. It is an international organization where we work to enable access for everybody to energy. I was invited by Teresa to talk about our contributions in the domain and the sector and everything we do in the province of Congo, in the provinces of Congo. Definitely also with regard to the development of this objective in Congo. So as a plan of my presentation, I'm going to talk about the problems in the sector. Where are the problems? Because evidently it is starting 2014 that the energy sector
is free, but why nothing is working? Why nothing is working? So I'd rather start with this, and then I'm going to talk about our status quo. Where are we now? My third point will be with regard to private contributions. Because of all of this, I was able to come up with while studying the reports. So I highlighted the points that we need to focus on and that I couldn't find in the report. So this is to enrich the agreements in private contributions. And in addition to that, what are the obstacles that play an important role in the lack of development? And therefore, I will talk about this. And last, I'm going to talk about the contribution of the civil society, which I did not see in the report. The contribution is not only about building centrals, but it's also about accompanying societies and also to sustain the government in developing the projects. So I prefer to talk about the organization where I work, but also the other organizations that are local partners and are resident in my country. So this is the plan of my presentations. Let's talk about the problems. Why 8 years now, the sector has been freed, liberated, but things are not working. There's the population keeps on suffering. So I didn't see this in the government. So there is no clear vision. There is no clear vision of the future we want to have. This is the first problem. So we have no idea so far, not even the authorities, they have no clear vision of the energy sector model we want for our country. So excuse my terms, but they would come from one, like a bit in a couple of days, they say, we have to do this and do this. This is a huge problem because what we agree on and conventions we agree on and we sign and we rectify cannot be done in this way. So the change cannot happen from one day to the other. So I repeat, they lack a clear vision of the future of the energy sector. In addition to this, I'd say lack of industry policy. So our actual policy is based on the building of big centrals in order to answer the needs. So we see that the country is really, really rich with hydro-solar and thermal resources. And these solutions are distributed in all the provinces. But the country works more or invests more in the big centrals. So we would like the government to concentrate on decentralized solutions, to prioritize them in order to help and serve the communities that live nearby. We need to ask. The second point, I was talking about the lack of policy in the sector. And I also said the bad practice that prioritizes larger power plants over decentralized solutions. Unfortunately, I was unable to present other things. When I speak of other potentials, hydroelectrical potentials, we do have maps that show how rich we are with solar resources, and all these solutions are really next to the large power plants, but the government concentrates its attention on large power plants, which requires a lot of investment and which usually requires a lot of time in order to provide population with the necessary energy.
So in order to help everybody have access to the energy, we need decentralized solutions that cost less and that can reach highest number of populations. So this is the second thing that the government, again, does not work on in their agenda. So we want to invite the government again to choose decentralized solutions. And then I would talk about the colonization of large power plants for the benefit of mining companies. 10 or 20 years or maybe 30 years ago, we had large power plants, which at the time were able to provide energy to the populations. Today, we have problems. Most of the institutions who at the time benefited from the energy did not pay their bills. And that's why a huge number of power plants do not function anymore. And what is happening now is that the mining companies, and we know that the Congo is rich with mining companies, these companies arrive to Congo and then they say they want to make use of these large power plants, not because they want to distribute it to the population, but because they want to use it for their own work and industry. So this is a huge problem. The population keeps on staying in the obscurity and the darkness, and we keep on asking questions. How is this possible? Because these large power plants are really now at the benefit of the mining companies, and this is another problem that the government needs to take into consideration. So partners, private and public partners, really benefit more than the population. And last, lack of maintenance policies for existing infrastructures. So this is a real concern we have. So one of the initiatives held, they had a research and they really mapped all the non-functioning power plants, and they really came up with a huge increase of demand to have energy, but power plants do not provide this. So this is another problem that cannot make it possible for population to have access to energy. And this, I think, needs to be really taken into consideration by the government. So to identify problems where they are and try to find solutions. So for me, this is the main issue that the government should have focused on in order to realize this objective. So in the presentation, I said as a second point where we are. I'm talking about the problems in the sector. So first I talked about the situation, and the first problem we have in Congo is we don't have an institution or service that takes care of the statistics of the data, but because we all need to have access to energy, but we do not have a clear estimate. It is so unclear. It depends on the institutions or where you go there. They would say there's 20% of electricity access rate, but we are not sure. When you go to other private companies, they would give you another percentage, 9%. So in the country, we have an unclear estimate, and this is a real concern. So we do not have a clear estimate of the electricity access rate. The second thing I wanted to cover, the reports of the government did not take into consideration. So the report highlighted the efforts and the initiatives made by the ANSER, which is a national institution,
And we know that the energy has a cost, and the costs sometimes block people from paying their bills and having energy. So to launch funds, to make them available, to help and to give choices for people to have access. And the government did this initiative, and the report did not talk about the percentage of the people benefiting from this. It would have been nice to know how many people were able to be sustained due to these funds in the report. So we had no percentage whatsoever talking about this. And what I didn't see in the report as well, when they talk about the Mwenda, they didn't talk about the difficulties that people encounter when they want to benefit from these funds. So it is true, we talk about the funds, but we need to talk also about the difficulties. So basically this money should be put at the benefit of the people in order to help them have access to the energy. But the main operators encounter really difficulties, which makes it difficult for them. D'aller électrifier des ménages, c'est qu'une fois que les ménages est électrifiés, c'est alors qu'ils peuvent réclamer ces fonds. Et les opérateurs trouvent beaucoup de difficultés parce que le milieu rural, comme on parle en RDC, c'est des milieux très éloignés et je dirais sont des milieux enclavés. Et ceci demande beaucoup de logistique aux opérateurs pour amener parfois les kits solaires individuels dans ces endroits. Et c'est ce qui fait que c'est vrai que les fonds peuvent être là, mais les opérateurs éprouvent beaucoup de difficultés pour accéder à ces fonds parce que les milieux ruraux, c'est très éloigné. Donc, ils peuvent pas, les opérateurs n'arrivent pas à déplacer les matériels jusqu'au niveau des villages pour raccorder les ménages, pour donner de l'électricité aux ménages. Et ça, c'est une difficulté qu'on devait faire allusion dans les rapports parce que le fonds est là, mais on ne sait pas d'abord combien de ménages en bénéficient et combien de ces privés ou de ces opérateurs potentiels qui sont au pays en bénéficient jusqu'au stade où nous sommes. Ça, c'est une deuxième chose que je voulais mentionner. Et la troisième des choses, c'est que j'ai dit dans ces slides, j'ai dit par rapport, j'ai dit que atteindre les 100%, des taux d'accès à l'électricité d'ici 2030 en RDC, c'est impossible. C'est impossible pourquoi? Premièrement, parce que ce soit l'ANSER, qui est l'Agence nationale d'électrification en milieu rural, que ce soit l'ICM, qui est l'unité de coordination du management des projets du ministère de l'Énergie, dans les programmes d'investissement prioritaire, ce que j'ai appelé PIP dans cette présentation, personne n'envisage d'atteindre d'ici 2030 ou 40 100% des taux d'accès à l'électricité. Vous voyez? Alors, pour moi, atteindre 100%, tel que le stipule ou tel que nous le demande l'ODD7, d'ici 2030, est utopique ou pratiquement impossible pour la RDC. Évidemment, il y aura une augmentation, mais je ne pense pas que nous allons aller vers les 100% d'ici 2030. Et ça, je lis une phrase dans les rapports du gouvernement, ils ont souligné ça pour dire évidemment que c'est impossible pour la RDC d'atteindre les 100% d'accès d'ici 2030. Ça, c'est vrai. Mais par contre, les raisons qu'ils ont avancées, en parlant des corona, en parlant des guerres à l'Ukraine, je ne pense pas que ce sont des vraies raisons qui sont à la base, qui peuvent bloquer en fait l'évolution du travail par rapport à l'amélioration du taux d'accès à l'électricité en RDC. Il y a d'autres problèmes de fond et ça, ils n'ont pas fait allusion à ça. C'est comme ça que dans mon introduction, je commençais d'abord par parler de ces problèmes de fond avant de parler du taux d'accès à l'électricité. Évidemment, au stade actuel, que ce soit l'agence qui s'occupe de l'électrification en milieu urbain, qui est l'ICM, que ce soit l'ANSER qui s'occupe de l'électrification en milieu rural, et tous envisagent d'aller vers 30 à 40% du taux d'accès. Donc, c'est un peu ça. Et au stade actuel, les pays, le président de la République l'a dit, les taux d'accès, c'est à 22%. Et ça, personnellement, je sais que c'est le chiffre de la Banque mondiale, mais il y a d'autres chiffres qui, parfois, n'est pas, évidemment, celui qu'avance le président, parce que d'autres pensent que c'est encore en descente de 20%. Voilà. Alors, ça aussi, c'est quelque chose que je n'ai pas vu dans les rapports du gouvernement, l'apport des privés. C'est vrai, je vis
il y avait un graphique où on a montré les tendances vers le futur, qu'il y aura un grand apport d'énergie qui viendra avec le privé. Mais ils n'ont pas vraiment parlé des privés à proprement parler, ils n'ont même pas fait allusion aux cités des privés. Et j'ai vu ce graphique-là dans les rapports. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça, c'est parmi les bienfaits de la libéralisation du secteur de l'électricité en RDC. Nous voyons que c'est vrai pour les milieux ruraux, il y a l'ANSER qui est là, mais le privé aujourd'hui travaille beaucoup et c'est parmi je dirais, des instances qui influencent ou fait bouger en fait la ligne par rapport à l'amélioration de l'électricité en RDC. Je prends l'exemple de Goma, qui est à l'est de l'RDC. Nous avons la société que je citais, Nourou, qui a électrifié beaucoup de ménages déjà. Donc, je vous épargne des chiffres, évidemment, parce nous avons des rapports sur le nombre de ménages connectés pour Nourou. Et nous avons Virunga Énergie, qui est au niveau de c'est Virunga, qui est aussi un parc national de la RDC. Ils ont déjà 28,8 MW installés et ils électrifient beaucoup de ménages vers Goma. Et tout récemment, nous avons Kipai au niveau de la province du Haut-Katanga et aussi ils sont en train de construire 2,4 MW déjà en cours. Et au niveau de Mbujimayi, une province qui est au centre du pays, nous avons Chipuka. Donc, il y a 10 MW en construction. Tout ceci, c'est l'apport des privés. C'est des sociétés privées. Et je peux encore citer, la liste est longue parce que nous sommes en train d'actualiser même la base de données de tous ces privés qui travaillent dans le secteur. Et je pense que le gouvernement devait au moins faire allusion dans les rapports de ces apports des privés qui, au moins, c'est vrai que leurs clients potentiels, pour beaucoup, c'est les entreprises minières, mais je pense que les ménages ont aussi un quota. Et je vais en parler dans les slides qui suivent, comment le travail que nous faisons pour un peu permettre à ce que les ménages bénéficient aussi. Voilà. Donc, du côté social de la population, nous veillons aussi c'est ça par rapport à l'apport du privé. Vous voyez? Alors, il y a la CERD, qui est l'Agence congolaise sur les énergies renouvelables en RDC. Déjà, en 2021, la CERD ne comptait que 21 entreprises. Aujourd'hui, dans la base de données de l'ANSER et de la CERD, ils sont arrivés à 41 je dis, entreprises privées qui travaillent dans les solaires pour électrifier les pays. Ce sont des privés. Donc, c'est pour dire que les gouvernements devaient vraiment, dans les rapports, ils devaient faire allusion à tous ces apports de privés qui, aujourd'hui, pour nous, nous pensons qu'ils sont en train de travailler vraiment pour permettre à ce que le taux d'accès puisse augmenter. C'est important que cela soit dit dans les rapports du gouvernement. Alors, au-delà de ce que j'ai parlé, au-delà de ce que j'ai dit par rapport à l'apport de privés, les obstacles demeurent encore. Quels sont les obstacles qui demeurent encore malgré l'intervention de quelques privés dans le secteur? Le problème, c'est que les privés aujourd'hui, ils sont encore butés à ces problèmes de taxes. C'est comme si le gouvernement congolais, en même temps, ils ont libéralisé le secteur pour appeler les investisseurs, mais c'est comme si eux-mêmes, ils sont en train de bloquer les investisseurs d'entrer dans le secteur pour électrifier les gens. Parce qu'ils les bombardent, ils mettent beaucoup de taxes. Et ces taxes ne facilitent pas les privés de pouvoir facilement travailler dans le secteur. Plus loin, ces taxes ont des impacts sur le coût de raccordement des ménages, sur les prix de l'électricité à vendre aux ménages. Et ça, le gouvernement congolais n'est pas en train d'aider la population. Il n'est pas en train d'aider même les privés qui veulent travailler dans le secteur. Donc, ça, c'est parmi les choses, c'est parmi les éléments que nous pensons que ça constitue un obstacle par rapport à l'atteinte de l'ODD7. Donc, on ne pense pas que ceci va aider à ce qu'il y ait plus de privés qui investissent dans le secteur pour permettre à ce que les choses puissent s'améliorer afin que les gens aient accès à une énergie abordable. Parce que s'il y a beaucoup de taxes que les privés doivent payer, ceci va augmenter aussi le prix final de la vente de l'électricité dans les ménages. Et l'énergie ou l'électricité qui sera vendue ne sera plus à un prix abordable comme le veut l'ODD7. Deuxième problème, c'est le manque de planification. Je l'ai dit dans les problèmes et j'insiste, parce que ça constitue un obstacle. Pas de vision,
pas un taux d'accès non connu. Donc, les taux d'accès non connus jusqu'au stade d'aujourd'hui. Mais comment vous envisagez aller vers les 100% si vous ne connaissez pas aujourd'hui ce que vous avez comme taux d'accès? Et ça, c'est un problème. Et ça, il faut une planification. Et pour nous, ça, c'est des choses sur lesquelles le gouvernement devait insister et donner des solutions pour faire avancer les choses. Alors, quel est l'apport de la société civile? Ressources Mathiez. Quel est notre apport? C'est vrai, nous sommes la société civile. Qu'est-ce que nous faisons pour faire avancer les choses dans les secteurs? Alors, nous, depuis que nous travaillons dans les secteurs, ce que nous avons fait, et ça, c'est quelque chose que nous sommes en train même de faire la promotion, c'est la plateforme que nous avons mise en place. Évidemment, cette plateforme, nous l'avons conçue en fonction de l'ODD7. C'est en fait une plateforme qui vient répondre, montrer au gouvernement congolais comment atteindre l'ODD7. C'est-à-dire comment arriver à électrifier la population d'ici 2030 avec de l'énergie propre et abordable. Donc, c'est la plateforme que nous avons appelée Congo Epela. Congo Epela, c'est en lingala, it's a local concept, Congo Epela. Donc, en français, on dira Congo brille, so Congo shine, something like that in English. Donc, c'est la plateforme que nous avons mise en place. Et cette plateforme, c'est une plateforme, c'est un premier outil à 100% énergie renouvelable. Comme vous le savez, l'objectif avec l'ODD7, c'est de l'énergie propre. On ne veut pas que ce soit de l'énergie qui vient polluer. Donc, nous avons mis en place cette plateforme qui est un premier outil 100% énergie renouvelable qui donne des solutions décentralisées partout en RDC, là où il y a des populations. Quelle est la meilleure source, quelle est la meilleure énergie potentielle qu'on doit utiliser pour électrifier la population en fonction de la demande qui est à côté. Et cette plateforme propose des solutions qui coûtent moins cher à la population. Donc, nous avons utilisé un outil que nous appelons ONSET, donc Online Geospatial Tools. Donc, c'est un outil libre d'accès que nous avons utilisé pour trouver des solutions parce que l'outil nous propose des solutions la moins chères pour électrifier la population. Et donc, c'est vraiment pour répondre à l'ODD7 que nous avons mis en place cette plateforme. Et nous insistons que le gouvernement congolais puisse utiliser la plateforme s'ils veulent réellement atteindre les 100% des taux d'accès à l'électricité. Ils ont intérêt à regarder la plateforme, à se servir des informations que nous fournissons sur la demande en énergie des populations, mais au-delà de ça, sur les potentiels, les différents potentiels qu'il y a pour électrifier cette population. C'est important que le gouvernement congolais puisse s'en servir. Parce que et plus loin, c'est des solutions, comme je l'ai dit, c'est décentralisé. C'est des solutions à taille humaine, en fonction de la demande spécifique de chaque endroit. Ça, c'est la plateforme, c'est comme ça que ça se présente. Donc, si vous allez dans votre barre URL, vous pouvez taper www.congoepela.ressourcesmares.org, vous allez accéder à cette plateforme. Donc, la plateforme est là. Même si vous tapez Congo Epela, je pense que ça va vous donner déjà des indications sur cette plateforme. Et là, on explique, c'est en anglais et en français. Vous pouvez voir comment on peut facilement électrifier le Congo avec cette plateforme d'ici 2030. Ça, on a fait des scénarios d'ici 2030, comment on peut électrifier la RDC. Et nous poussons le gouvernement congolais parce qu'ils ont signé les Sustainable Development Goals et nous leur demandons par rapport à l'ODD7, vous devez travailler en fonction de cette plateforme si vous voulez maximiser vos chances d'atteindre cette ODD. Voilà. Alors, au-delà de ça, l'apport de la société civile, ça maintenant c'est les réseaux Mwangaza. Alors, les réseaux Mwangaza, c'est un réseau des organisations de la société civile qui travaillent ou qui plaident pour un accès pour tous à l'électricité en RDC. Ressources Mathiez, l'organisation où je travaille, nous travaillons avec ces organisations qui sont dans 8 provinces, y compris Kinshasa, là où je suis. Et là, la carte à côté, vous voyez, c'est les provinces où nous travaillons. Et ces organisations, leur travail, c'est de plaider auprès du gouvernement provincial pour qu'il y ait un accès pour tous à l'électricité, tel que nous le demandons dans l'ODD7. Donc, ces organisations, ils ont ce devoir de plaider pour que nous arrivions à avoir l'accès pour tous à l'électricité. Mais au-delà de ça, ce que ces organisations font, c'est ils insistent, je vous ai dit qu'il y a un grand apport des privés
déjà par rapport à l'électrification, mais ces organisations que nous appuyons dans toutes ces provinces, ils insistent que chaque projet, partout où il y a un privé qui va construire, nous insistons qu'il y ait un quota, qu'il y ait une part plutôt de l'énergie qu'on doit donner aux populations environnantes, nécessairement, obligatoirement. Il faut que qu'on voie dans chaque développeur doit réserver de l'énergie pour les communautés. Et ça, c'est de cette façon que nous pouvons faire avancer les choses. C'est de cette façon qu'on peut améliorer les sociales des milieux ruraux qui environnent parfois certaines entreprises minières et qui ne bénéficient pas de grandes choses, évidemment. Donc, c'est comme ça que nous insistons qu'il y ait vraiment ce genre de choses par rapport à tout projet dans le secteur. Et troisièmement, comme vous le savez, parfois, quand il y a des constructions des centrales, il y a la délocalisation des communautés, il y a les droits de l'homme, parfois, on atteint parfois les droits des populations. Alors, nous insistons aussi que la protection des communautés, partout où il y aura des constructions des infrastructures énergétiques, qu'on tient compte de la protection des communautés. Si jamais ils ont leur culture à côté, veillez aussi à sécuriser ces cultures, veillez aussi à les indemniser si jamais vous voulez les délocaliser. Au-delà des quotas, au-delà de l'énergie que vous voulez leur donner, mais veillez aussi à les mettre dans de bons endroits si jamais vous voulez les délocaliser. Et c'est vraiment le travail que nous faisons avec toutes ces ONG qui sont dans 8 provinces de la RDC. Voilà un peu notre apport, l'apport de la société civile. Au-delà de ça, je vous ai dit qu'il y a une des organisations qui a fait un rapport sur les barrages abandonnés. Donc, lui, il plaide pour que le gouvernement puisse réhabiliter les barrages abandonnés, 63. Il insiste pour que si jamais ces barrages sont réhabilités, je pense qu'une grande proportion des populations vont bénéficier de l'électricité. Et ça, c'est vraiment un travail que nous faisons à Kinshasa, dans la capitale où nous sommes avec cette organisation, mais dans les provinces, d'autres aussi insistent. Je vous ai parlé des problèmes de manque de vision, de planification. Et ces organisations qui sont dans la province, ils sont en train de travailler avec le gouvernement. Ils insistent, ils font pression au gouvernement pour qu'ils aient au moins le plan provincial de l'électricité de leur province. Chaque organisation dans sa province est en train de travailler par rapport au plan provincial de l'électrification. C'est de cette façon qu'on peut faire amener les choses de l'avant et faire bénéficier des communautés de l'accès pour tous à l'électricité. Voilà un peu notre contribution à la lumière du rapport qu'a présenté le gouvernement, des choses dont on a pensé que c'était important qu'on puisse soulever dans les rapports, mais qu'on n'a pas su réellement lire dans ces rapports. Et donc, voilà. Tout ça, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Donc, au niveau national, le travail que nous faisons et au niveau des provinces, le travail que ces organisations font. C'est par là que je clôture en fait mon speech et je reste disponible pour d'autres préoccupations. Merci beaucoup. Teresa, the floor is yours. Thank you. I'll stop right there. Great thanks to you, Christian, for that. Merci à toi, Christian. Merci pour cette présentation précise et encore plus précis, mais aussi aux efforts aussi précis au groupe. Donc, dans le but d'examiner la situation de l'accès à l'énergie de manière qui n'est pas encore bien évaluée au niveau national. Je me souviens aussi d'une phrase qui rime en anglais qui dit « Donc, on mesure ce qu'on garde comme trésor ». C'est pour dire que si les gouvernements et les institutions n'évaluent pas le développement ou bien la situation des thématiques, c'est-à-dire ce n'est pas quelque chose qui tienne à cœur, qu'ils reconnaissent comme précieux et donc la demande est d'avoir vraiment des données mesurables pour de l'accès à l'énergie, pour pouvoir vraiment présenter des solutions
pour réaliser cet objectif, donc l'accès à l'énergie. Je te remercie beaucoup pour ta contribution. J'ai partagé le site web, l'adresse du site web dans la boîte du chat, du dialogue, pour toutes les personnes qui désirent visiter donc la plateforme et d'apprendre davantage et peut-être examiner, comme Christian était en train de le dire, ce phénomène important. J'ai beaucoup apprécié la recommandation que chaque entreprise privée, chaque industrie, chaque compagnie doit avoir accès et doit bénéficier. Et également les communautés qui sont déplacées lorsqu'un projet commence à être réalisé, qu'il doit y avoir une contribution avec la communauté locale, la communauté nationale, particulièrement lorsqu'on voit des ressources où les produits, par exemple, sont exportés. Donc, même les produits de la compagnie ne sont pas au bénéfice des communautés locales. Donc, c'est vraiment tout prendre sans contribuer. Donc, ce sont des points très, très importants et des analyses importantes. Merci de les avoir partagées si précisément. Nous allons passer maintenant à un autre projet qui a été partagé avec nous de la part de la congrégation de Notre-Dame de Namur, qui se trouve aussi dans la République démocratique du Congo. Et on a donc réalisé ce projet photovoltaïque pour assurer de l'énergie à leur apostolat, ministère, dans la République démocratique du Congo, mais aussi au Nigeria. Donc, nous avons une présentation qui a été présentée par Sœur Laurine Cano, qui est l'une des fondatrices de ce projet. Nous allons donc avoir son message. Je n'arrive pas à entendre la sœur. Merci beaucoup, Teresa. Merci à vous tous pour votre temps cet après-midi, ce matin, ce soir. Je vois un bon nombre de membres de ma congrégation à bord. Alors, je vous remercie tous pour votre soutien. Donc, comme l'a dit Teresa, non. Donc, je suis dans ce projet depuis que j'ai commencé mon travail en 2002. Billard, peut-être certains d'entre vous la connaissent. Nous avons été fondés en 1804 en France. Elle a répondu à l'appel de consacrer entièrement sa vie à Dieu et de répandre partout le message que Dieu est vraiment bon. Nous avons commencé donc dans une période de bouleversement en France, et quand l'évêque Rami voulait que Sainte-Julie reste aux ordres diocésains, elle a dit non, je ne pense pas, je ne crois pas. Donc, j'ai une vision du monde que nous sommes appelés à avoir un cœur aussi large que le monde. Et elle a donc déménagé en Belgique, près de Namur, avec l'évêque qui l'a accueilli. Nous sommes actuellement présents dans les 5 continents d'Amérique du Nord, Amérique du Sud, l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Notre mission est d'exprimer à notre époque, comme Julie l'a fait dans la sienne, que Dieu est bon. Et l'origine de ce projet a été faite, comme vous le pouvez voir, en 2003. Moi-même et la nouvelle supérieure générale, nous sommes arrivés donc au leadership en même temps, au chapitre général en 2002, et elle m'a dit, c'est ton travail de répondre à l'appel du chapitre général
pour fournir un accès égal, équitable dans la mesure du possible à la technologie. Parce que lors de ce chapitre, les sœurs du Sud global ont dit alors, qu'en est-il de nous? Vous pouvez vous parler tous les jours, mais nous continuons ici à utiliser des radioamateurs et il nous faut un mois pour recevoir une lettre par la poste. Alors, qu'en est-il de nous? Donc, le travail était ceci, et la première chose que j'ai dû faire était d'aller voir quelle était la situation. Vous pouvez imaginer que les besoins étaient très clairs rapidement. On avait besoin d'avoir accès à la technologie et tout d'abord, il fallait avoir de l'électricité. Il n'y avait que les lampes donc à pétrole dans de nombreuses maisons, de sorte que les devoirs étaient faits, la préparation pour les chirurgies, pour le travail scolaire. Donc, les bébés étaient nés. Tout cela s'est passé avec les lampes, ces lampes. Donc, en termes d'eau, vous êtes peut-être familier avec ceci. On devait faire bouillir l'eau sur le feu, la transporter où elle était nécessaire ou la filtrer pour la rendre potable. Les communications étaient difficiles, voire impossibles. Donc, voici une photo d'une route au Congo. Donc, pour qu'une famille puisse entrer en contact les uns avec les autres, certains des jeunes avaient déménagé dans les villes, donc c'était impossible. Il fallait parfois plusieurs jours pour atteindre une destination sur de telles routes dans un plein de boue. Et comme je l'ai dit, le travail que Dieu a confié, m'a confié, était le suivant. Nous, en tant que sœurs de Notre-Dame de Namur, nous sommes appelés à aborder autant que possible les questions de traduction, d'égalité d'accès à la technologie et à l'information. Et donc, nous avons commencé ce qu'on appelle le projet photovoltaïque africain. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un projet qui fournit de l'électricité, de l'eau potable et un accès Internet. Et nous avons commencé sans émission au Nigeria et en République démocratique du Congo, parce que c'est là que nous sommes la plupart, donc nos sœurs se trouvent là. Les panneaux solaires recueillent donc l'énergie du soleil, l'envoient aux batteries. C'est l'un des premiers systèmes que nous avons mis en place. Vous pouvez voir que les choses ont évolué au cours des 15 dernières années. Nous utilisons de grosses batteries marines pour commencer, qui ont été donc expédiées des États-Unis. Mais pour la plupart, tous les ingénieurs électriciens, vous pouvez voir sur le côté droit de l'image, l'image de gauche est Louis Casey. Lui est avec nous depuis le début. C'est un ingénieur électrique qui a vraiment adhéré à la mission. C'est tout ce que je peux dire de lui. Il voit tout ceci en tant que travail de vie, comme nous le voyons nous-mêmes. Donc, nous sommes bénis par la présence de Louis. Le système de purification d'eau d'origine était très simple, un filtre et une lumière violette. Voici, donc c'était les premiers satellites. Nous avons des histoires très divertissantes sur les satellites retenus en otage dans les aéroports et des choses comme ça. Mais nous n'avons pas beaucoup de temps pour raconter tout ceci, peut-être une autre fois. Nous avons utilisé nos propres systèmes, mais aussi la contribution de nos sœurs, parce qu'elle avait insisté que le projet ne fonctionnait pas seulement, ce ne devait pas être seulement un projet américain. Nous venons, nous faisons, puis nous quittons et rien ne fonctionne plus et nous ne savons pas comment faire. Donc, elles ont été impliquées dans le projet dès le début. Au début, les panneaux solaires étaient mis sur les toits, mais avec le temps, les besoins ont augmenté. Nous avons amélioré le système de sorte que nous avons maintenant un réseau qui est construit sur le terrain et dans de nombreux cas, nous avons amélioré les parties internes
du système électrique et dans la liste, donc c'est une liste qui n'a pas beaucoup de sens pour beaucoup d'entre vous, mais il y a à la fois les pays du Nigeria et du Congo. Le Nigeria est différent du Congo en ce sens, donc ils avaient la capacité au sein de leur propre structure de sœurs d'organiser des systèmes dont ils avaient besoin. Alors que nous collections de l'argent, nous avons envoyé de l'argent pour qu'elles s'occupent elles-mêmes des systèmes. Et c'est ce qu'elles ont fait au Congo. Nous continuons à fournir donc l'ingénierie et à mettre en place un système pour créer une équipe de personnes au Congo qui sont en mesure de fournir la viabilité et la durabilité des systèmes. Voici Louis. C'est une histoire, une fois lorsque on a perdu, donc il y a eu une coupure d'électricité dans l'un des hôpitaux et un petit garçon était en train de naître et on l'a nommé donc Louis. Au fil du temps, le système, nous avons réalisé que l'électricité ne suffisait pas. Nous avons pensé donc l'électricité qui nous servait pour la filtration, la purification de l'eau. Le fait est qu'il n'y avait pas d'eau dans certains cas pour les enfants des écoles qui avaient l'habitude de descendre, ramener de l'eau aux écoles sur leur tête le matin dans le cadre de leur préparation à l'école. Donc, au cours des 5-6 dernières années, nous avons travaillé à améliorer le système d'eau et les mises à niveau. Donc, nous avons eu des systèmes solaires, création des équipes. Tout cela est très important. Nous savons qu'ils ont besoin, lorsque nous ne sommes plus en mesure de fournir de l'ingénierie et de l'argent, qu'ils doivent eux-mêmes s'en occuper et que nous les formons à le faire. Au cours de l'année de la pandémie de l'année dernière, le projet s'est lentement poursuivi en mettant l'accent sur la mise à niveau total des systèmes d'eau. L'une de nos provinces aux États-Unis, la province de Ohio, nous a été d'une grande aide en termes de collecte de fonds pour la partie purification de l'eau du projet, donc la mise à niveau de tous les systèmes d'eau. Nous avons maintenant une sœur au Congo, elle-même qui est encadrée par, donc qui est plutôt soutenue et formée par Louis Casey afin d'être en charge de la maintenance et de la durabilité de l'ensemble du système. Il est en train de lui apprendre comment faire les pratiques commerciales, les finances et toutes les procédures nécessaires pour que le système continue. Plus récemment, nous nous sommes engagés dans l'amélioration de l'eau. Donc, vous pouvez voir ici qu'il y a eu un certain nombre de projets d'eau que nous avons dû renouveler pour que nous puissions voir des citernes, des tuyauteries et des réservoirs dans nos vies. Donc, ce projet est un projet dans le village appelé Palende, qui est probablement à 400 ou 500 km de Kinshasa. Nous espérons pouvoir louer, donc rénover tout le système d'eau pour le village avec l'aide des jésuites. Les jésuites dirigent la paroisse là-bas et nous y gérons un certain nombre d'écoles. Nous sommes donc en collaboration avec eux pour voir dans combien de temps nous pouvons commencer et nous avons de l'argent disponible pour cela. Nous recueillons aussi des fonds supplémentaires. Les jésuites aussi recueillent également de l'argent pour cela. Donc, les photos qui suivent sont de ce projet pour tout le village. Il y a une source au bas de la colline qui fournit beaucoup d'eau, mais le problème est d'amener l'eau de la source jusqu'au sommet de la colline, comme vous pouvez voir. Il y a aussi de vieux réservoirs d'eau qui vont être renouvelés dans le cadre du projet. L'une de nos sœurs qui est là était originaire de l'Alabama. Elle a travaillé toute sa vie pour essayer de bien faire ceci. Eh bien, elle a également enseigné à l'école, mais elle a travaillé longtemps pour essayer de faire renouveler ce projet d'eau.
Et nous le faisons en mémoire de sœur Margaret Good. Donc, alors que nous rêvons de continuer le projet pour pouvoir le maintenir, et nous sommes très, très reconnaissantes envers tous ceux qui nous ont aidés. Je ne vais pas passer tout cela parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Et les sœurs sont extrêmement heureuses et pensent que j'ai vu tout le temps, donc pour notre soutien, tout comme les enfants dans les écoles, les mères dans les cliniques et les patients aux hôpitaux. Je vous remercie donc pour votre temps et je repasse la parole à Teresa. So we're very grateful to Sister Lorraine for sharing that presentation with us of Nous sommes très reconnaissantes pour le partage de sœur Lorraine de cette présentation pour ce projet à long terme merveilleux qui est géré par les sœurs de Notre-Dame de Namur. Donc, nous travaillons, les sœurs travaillent beaucoup avec des communautés locales et ceci montre donc un modèle d'apostolat et le développement des projets et comment s'assurer de la continuité, de la durabilité du projet. Donc, non seulement fournir du matériel, des équipements de l'extérieur du pays, mais aussi organiser et soutenir non seulement des ressources externes, mais passer aussi à la facilitation et à la maintenance, à la gestion des projets de la part des communautés locales. Et aussi la présence de la congrégation. Je sais aussi que nous avons parmi nous une autre sœur de la congrégation de Norine, sœur Lucy Kima, qui se trouve également dans la République démocratique du Congo. Je voudrais, si elle le désire, sœur Lucy, donc si vous voulez ajouter quelque chose, un commentaire, ou bien ajouter quelque chose au partage de sœur Lorine, vous pouvez le faire maintenant. Merci beaucoup, Thérèse. Je suis très contente et émerveillée d'entendre sœur Lorraine. Ce qu'elle montrait, les dernières images, c'est là où je suis. C'est ce que nous sommes en train de faire. On est en train de faire, de travailler sur l'eau potable qu'on doit prendre de la source vers le village. C'est toujours en progression. Alors, j'étais encore très contente d'entendre M. Christian par rapport aux obstacles que nous connaissons, nous les consacrés, les privés. C'est par rapport aux taxes. Il y a même des matériels qui sont bloqués à Matadi à cause des taxes exorbitantes. Voilà ce que je peux dire si le gouvernement pouvait revoir, planifier tout cela pour donner le courage aux privés de contribuer dans cette énergie renouvelable, propre et durable. Voilà ce que je pouvais dire. Merci. excellent. Thank you, Lucy. And again, Merci, Lucie, merci. Je suis ravie que tu sois parmi nous aujourd'hui. Merci. Donc, j'aimerais inviter maintenant pour nous donner une image sur l'objectif de garantir l'accès à l'énergie abordable et fiable pour parler avec Carmen Pérez du Venezuela, Jessica Pérez, partenaire laïque qui travaille dans l'Institut des Claretins. Elle va nous parler aussi d'un projet photovoltaïque
qui est organisé par les Clareta au Venezuela. Jessica, à toi la parole. Sorry, Jessica, we're not able to. Jessica, nous n'arrivons pas à t'entendre. No, still nothing. Encore. Thank you everyone for your patience while we. Merci à tout le monde. Merci de votre patience alors que nous essayons de résoudre ces problèmes techniques. I think Jessica is moving to a different device. Je crois que Jessica change d'appareil, change d'ordinateur. For her to return. Alors que nous l'attendons, nous attendons son retour. Si quelqu'un désire ajouter un commentaire, une question, une réponse à ce que nous avons entendu jusqu'à présent, j'aimerais bien vous donner la parole. Donc, veuillez lever la main si vous avez la vidéo allumée ou sinon, cliquez sur le bouton de réaction. Donc, sur le bouton de réaction, donc je suis sûre que vous pouvez retrouver la réaction pour lever la main si quelqu'un désire ajouter quelque chose ou dire, commenter sur ce que vous avez entendu jusqu'à présent. Donc, merci de lever la main pour ajouter, contribuer. Yes, Sister Marie-Claire, please go ahead. Oui, sœur Marie-Claire, allez-y. If you're speaking, Sister Marie-Claire, you are muted, and so we cannot hear you. Sœur Marie-Claire, si vous parlez, nous n'arrivons pas à vous entendre. Donc, je suis contente
d'écouter mes frères et sœurs et de savoir de leurs projets et du bien qu'ils font. Au Congo, il est vraiment difficile de travailler. Je dis toujours que notre gouvernement, la majorité de ceux qui trouvent dans le gouvernement ne doivent pas être dans leur position parce qu'il y a beaucoup de personnes égoïstes qui ne pensent pas au bien du peuple. Donc, ce que Christian est en train de faire, ce que les sœurs de Namur sont en train de faire, et moi-même, donc je prie pour vous et je prie pour que nous ayons plus de chrétiens dans la République démocratique du Congo qui peuvent travailler pour le bien du peuple. Le gouvernement dans notre pays ont déserté le peuple. Donc, le gouvernement pense seulement à son intérêt. Et comme Christian était en train de dire, nous avons beaucoup de potentiel. La connexion. Donc, lorsque vous visitez certains endroits, l'électricité a été donc donnée aux exploitations minières et non aux personnes. Il y a beaucoup de générateurs privés, donc c'est ce que les personnes utilisent. Donc, ceux qui peuvent se le permettre pour payer, donc. Mais la majorité, comme Christian était en train de dire, ce que les personnes disent, ce que le gouvernement dit, c'est qu'ils travaillent pour avoir un accès à 100%, mais c'est seulement sur papier. La connexion de la sœur n'est pas très bonne, donc je n'arrive pas à recevoir partie de son discours. Je suis donc contente de leur initiative et je prie pour vous. C'est ce que j'ai voulu ajouter. Merci, sœur Marie-Claire. Et je suis contente de dire que Jessica nous a rejoints de nouveau et nous allons essayer de nouveau et nous espérons que son micro fonctionne maintenant. Donc, Jessica, est-ce que tu pourrais commencer à parler? Donc, est-ce que vous arrivez à m'entendre maintenant? Oui. Oui, nous arrivons à t'entendre parfaitement. Je me trouve au Venezuela. C'est comme ça que Venezuela fonctionne. Merci de votre patience et merci de l'invitation et merci de me permettre de partager notre réalité et parler de notre projet. C'est comme ça que nous vivons au Venezuela au moment présent. Cette activité peut être bien planifiée, mais il y a des situations parfois qui ne nous permettent pas de travailler comme nous le désirons, comme nous le voulons. Mais avec un peu de patience, un peu de foi, nous arrivons à faire tout. Donc, comme Teresa l'a déjà mentionné, je vais m'introduire. J'appartiens à la congrégation des Claritaines. Donc, la congrégation se trouve dans tout le Venezuela. Je suis actuellement dans une province qui travaille avec la Colombie. Je travaille à Macabuaipo, qui c'est la partie nord du Venezuela. Nous travaillons dans l'éducation. La congrégation a des écoles et dans nos écoles sont privées parce que nous travaillons seulement avec l'argent que les familles payent pour l'éducation. Nous n'avons aucune subvention de la part du gouvernement.
Donc, l'idée est d'avoir plus de fonds pour nous, pour les écoles. Et l'une des choses que nous portons en avant maintenant est le projet de l'énergie fiable. Et à cause des circonstances, donc la pénurie d'électricité que nous avons dans notre pays, je ne vais pas m'attarder à parler beaucoup de ceci parce que je crois que vous connaissez la situation, mais en 2015-2016, depuis 2015-2016, nous avons des problèmes d'électricité. Il y a une situation terrible depuis, une situation vraiment éclatante où Maracaibo a passé une semaine et demie sans électricité. Donc, sans électricité, vous pouvez imaginer comment para poder avanzar, porque no solamente es que no es tener electricidad por largas donc a horas. dû s'arranger, aller de l'avant, parce qu'il ne s'agissait pas seulement d'avoir de l'électricité pour des heures précises, mais c'était l'arrêt de toutes les productions, de tout le commerce, les écoles, l'éducation. Et donc, toutes les personnes ont souffert du manque d'électricité pour une semaine et demie. C'est un problème que nous avons eu à Maracaibo et nous avons donc passé des heures et des heures sans énergie et ceci a eu un impact direct sur tous les aspects de notre vie. Ceci n'a pas seulement un impact sur notre vie sociale, mais aussi sur notre communication, le fait de ne pas avoir accès à parler aux autres, de ne pas pouvoir allumer les électroménagers à la maison. Donc, ce n'était pas seulement limiter l'accès à l'éducation, et c'est pourquoi pour nous, c'était une priorité. Maintenant, je te parle d'un siège au Venezuela, à Maracaibo. Nous avons 2 écoles. Nous avons une école primaire et nous avons également une école secondaire. Je te parle ici de l'école primaire et l'école secondaire est en train de développer maintenant la première partie du projet. Le projet a pour but le fait de ne pas de rendre les écoles indépendantes dans le sens l'éducation dans les écoles ne doit pas dépendre de l'électricité. En 2019, et je dois confesser, nos étudiants, nos élèves sont très, très bons, de bons éléments. Donc, quand il y a une pénurie d'électricité, les élèves restent dans leur classe, se comportent bien et continuent à travailler en attendant l'électricité. Donc, nous avons commencé une première étape du projet de pouvoir faire face à cette pénurie, à cette coupure. Donc, les dynamiques dans la vie scolaire ne soient pas affectées. Il était difficile, tout d'abord, c'était vraiment difficile parce que même si tout était planifié, nous avons vu que les besoins dépassaient nos attentes, nos hypothèses. Et l'un des problèmes que nous avons retrouvés ici, c'est que il y a beaucoup de commerces autour de l'école, dans l'entourage, et ces entreprises, ces magasins utilisent des générateurs, que vous le savez, les générateurs ont une odeur terrible, mais aussi beaucoup de bruit. Et parfois, nous avons dû arrêter l'éducation à cause de l'environnement et de la pollution sonore et à l'école. Donc, nous avons voulu donc investir dans ce projet. Nous n'avons pas besoin d'aide. Nous ne recevons pas
nous ne recevons pas d'aide de la part du gouvernement, même si nous l'avons demandé. On attend presque des semaines pour avoir des réponses de la part du gouvernement. Et en tant que congrégation, nous avons senti l'appel pour faire face à ce problème. Et jusqu'à présent, notre expérience était bonne et à long terme, nous espérons pouvoir assurer donc l'électricité à nos écoles et aux entreprises qui nous entourent. Et c'est ce que je voulais partager du projet que nous avons ici au Venezuela. Pour nous, évidemment, il est triste de voir que tout ce que nous faisons pour nos élèves, pour la communauté, est parfois bloqué par le gouvernement à cause du manque d'outils que le gouvernement ne nous permet pas d'avoir, des outils qui nous servent. Et nous n'avons pas à comprendre pourquoi le gouvernement réagit de cette manière, parce que le gouvernement est certainement conscient que la grille d'électricité ne répond pas aux besoins de la population, mais le système public ne nous aide pas à mettre en place ce projet pour répondre à tous ces besoins. C'est ce que j'ai voulu partager. Je ne voudrais pas m'attarder parce que je ne sais pas aussi combien ma connexion va m'aider. Hier, j'ai essayé de vous rejoindre, mais la connexion ne fonctionnait pas. Donc, je suis contente de pouvoir être avec vous aujourd'hui et de pouvoir partager donc tout ce que nous essayons de faire pour la réalisation de ces objets. Donc 6 et 7, tout ce qui est en rapport avec l'eau, l'assainissement, l'énergie, les besoins donc nécessaires de nos vies, particulièrement pour le bien des enfants qui souffrent de ceci. Je suis désolée donc de ne pas pouvoir parler hier avec vous. Merci de votre patience. Nous sommes Thank you for your très reconnaissante pour toi, Jessica, et merci pour ta persévérance dans l'effort d'être parmi nous et d'être en communauté, de partager ton expérience. Si nous pouvons dire quelque chose, que la difficulté de se connecter hier est encore une démonstration du besoin de ces dialogues et du travail que nous menons pour demander au gouvernement de la responsabilisation par rapport au développement de ces objectifs, qu'il s'agit des secteurs de l'industrie, de la technologie, de l'énergie, pour que tout ceci constitue un fondement pour que nous puissions communiquer sur tous les domaines de développement et de durabilité. Nous sommes très reconnaissantes pour ta persévérance et et aussi nous sommes reconnaissantes du fait que tu as pu te connecter avec nous grâce aussi à la technologie et à l'électricité. J'ai bien apprécié le fait que tu as ajouté un élément lorsque tu as parlé des anciennes formes d'énergie, parce que nous sommes conscients de la pollution qui en résulte voilà, de ces générateurs. Donc, il ne s'agit pas seulement d'une pollution environnementale, mais aussi une pollution sonore et qui peuvent perturber vraiment la vie quotidienne et particulièrement l'enseignement. C'est un facteur important à considérer pour voir comment tout ceci peut interagir dans un développement sain. Un autre point que j'aime aussi mettre en relief pour le reste du groupe, qu'il est ce défi fondamental de ne pas avoir accès aux outils qui vous servent lorsque vous êtes aussi prêt à vous engager dans un projet, à soutenir donc un défi
qui demande plus de collaboration, de soutien, de support de la part du gouvernement. Donc, le fait d'assurer les outils et les équipements. Merci de souligner ceci et merci aussi d'apporter de l'attention sur d'autres éléments. Et encore une fois, je suis contente que tu sois avec nous. So now we have some more time. If there are any Nous avons encore du temps. Si vous avez des questions, des commentaires, des réponses, si les personnes qui se trouvent aujourd'hui parmi nous, si vous voulez ajouter quelque chose, je vais vous encourager à lever la main et à répondre ou à commenter sur les projets que nous avons vus, entendus parler aujourd'hui, ou peut-être des questions, peut-être vous êtes en train de considérer, pardon, d'être impliqué dans des projets, qu'il s'agit de l'énergie fiable, qu'il s'agit de répondre à un besoin par le biais de ce projet. Voilà, c'est votre espace pour poser des questions, pour ajouter les questions donc aux personnes qui ont exposé leur projet et qui ont commencé à travailler dans le domaine de l'énergie fiable. Donc, j'invite ceux et celles qui veulent répondre ou bien poser des questions. Yes, Jessica, please. Gracias. Aprovechando que aún puedo escucharme. Merci. Quiero quizás ampliar un poquito, ya que hay Puisque j'ai quelques minutes et ma connexion est bonne, j'aimerais utiliser ce temps pour partager certaines choses qui ont lieu au Venezuela, mais peut-être je vais me répéter, mais c'est la réalité. Je voudrais aborder l'absence, le manque de consultation au Venezuela et même au Maracaibo, donc dans la partie qui est à côté de la Colombie. On a mené un projet hydraulique. Il s'agissait d'un grand projet pour assurer l'énergie, donc d'une centrale éolienne, pour assurer l'énergie à l'entourage. Et l'installation a commencé, mais il n'y a pas eu de suivi. Et le projet s'est arrêté, l'installation, et on a arrêté donc ce projet. Et c'est une situation similaire dans plusieurs lieux du Venezuela. Donc, il ne s'agit pas vraiment de consultation, c'est plutôt de suivi. Il n'y a pas vraiment de maintenance ou bien de suivi ou bien vraiment de suivi pour l'investissement qui a eu lieu. Et c'est ce qui nous manque. La population doit avoir accès à l'énergie, à l'électricité, et quand c'est le cas, il est dommage que le gouvernement ne suit pas ceci. Ici, on a établi des prix pour tout le monde. Donc, on a imposé des augmentations dans le but d'améliorer la grille. Donc, les personnes ont commencé à payer davantage, mais au lieu d'avoir accès à un service meilleur, c'est là qu'on a commencé à avoir des coupures. Donc, nous avons passé
des jours sans électricité, pour ne pas parler 3 à 4 heures par jour. Donc, on parle de 14 heures par jour ou bien de 24. Et bien sûr, ceci cause beaucoup de malconfiance dans la population. Et c'est un commentaire très négatif de ma part, mais c'est la réalité que nous avons. Je voudrais être positive et ce que je peux vous ajouter, c'est que la population du Venezuela est positive. On continue à avancer, même s'il s'agit non d'avancer horizontalement, mais verticalement. C'est l'action du gouvernement qui vraiment ne contribue pas à améliorer. Et j'espère vraiment que le gouvernement peut voir afin que les populations aient de meilleures possibilités. Et j'aimerais bien que le gouvernement vraiment commence des projets au bénéfice de la population. Merci pour les commentaires. Nous apprécions ta perspective depuis le Venezuela, alors que les autres en dehors du pays, nous comptons donc sur les ressources publiques. Et c'est toujours intéressant et de grande aide d'avoir la perspective de quelqu'un qui vit dedans et qui fait l'expérience de tous ces défis. Donc, merci d'avoir pris le temps de nous aider pour comprendre davantage. J'ai encore des pensées et quelque chose à ajouter, mais je ne vais pas monopoliser donc le discours. Donc, j'invite encore une fois les participants s'ils désirent ajouter quelque chose, un commentaire. Donc, si vous voulez répondre de certaines manières ou bien d'offrir votre commentaire, votre expérience depuis votre réalité. Sœur Lucie. Merci beaucoup, Thérèse. J'ai une petite préoccupation pour l'exposé de la présentation de M. Christian. Je voudrais savoir comment il se prend avec le gouvernement pour commencer leur projet là, Congo EPELA et Fonds Mwinda. Deuxième préoccupation, qu'est-ce qu'ils font pour électrifier les milieux ruraux? Voilà, j'ai dit, je vous remercie. Allô? Yes, we hear you. Oui, nous avons bien entendu. Merci, D'accord, Sœur merci. Lucie. Merci. Christian, est-ce que tu es avec nous? Est-ce que tu es toujours avec nous? Je crois que Christian s'est déconnecté. Je crois que Christian s'est déconnecté. So that you can present your question to him and get an answer. But yes, it seems he's Voilà. disconnected. So I'm Donc, sorry. on va lui transmettre ta question. Okay, je vais lui écrire. Comme il n'est pas connecté, je vais lui écrire. Merci beaucoup. Thank you. And I also see we'll go first. Donc, nous allons voir, je crois que je vais donner la parole à Jane Quinlan et par la suite Marie-Claire. Jane Quinlan, micro. You are muted, Sister Jane. Sorry. As an Ursuline and having worked in the Congo, I'm very Donc, confident, I'm very depuis aware mon of expérience au the Congo, charcoal, je suis all right? So that très familière avec les pratiques so that du Congo so that the people can cook.
Donc, tout le monde utilise la technique de charbon de bois pour cuisiner, pour bouillir l'eau. In the school where I was, even though it was many years ago, I don't know if it's Donc, improved so much. We would use the kerosene lamps during study hall. à l'époque, oui, nous avons utilisé les lampes à pétrole pour étudier. Donc, on ne pouvait pas voir. Il y avait beaucoup de problèmes autour de ceci. Tout est interconnecté. C'est vraiment très intéressant. Donc, avoir l'accès dont les personnes ont besoin, mais aussi les personnes dans les périphéries n'ont pas accès à ceci. C'est vraiment un sujet très intéressant et bravo, j'aime bien écouter. Donc, je ne sais pas si cette affaire de charbon de bois, mais je viens de lire un livre récemment sur le cobalt et comment ceci a un impact. Je ne sais pas si j'ai le livre ici. Donc voilà, Cobalt Red, le livre, je vous le recommande. Donc comment le sang du Congo vraiment donne nos vies. Donc voilà, il s'agit d'un livre qui traite vraiment de l'exploitation minière et de tous ses impacts au Congo. Voilà, c'est un livre très intéressant, je vous le conseille. Merci Jane pour ton expérience et merci donc d'attirer l'attention sur le fait que l'exploitation minière vraiment a un impact sur la vie, comment la vie est arrachée chaque jour, non seulement au Congo, mais dans d'autres lieux, pour le bien des sociétés qui sont dans d'autres lieux, très, très, très loin, et qui souvent ne reconnaissent pas les ressources, qu'il s'agit des appareils technologiques qui rendent leur vie facile et convenable, mais souvent, vraiment, nous n'avons aucune idée des ressources de ces appareils, et particulièrement lorsqu'on parle du cobalt. La réponse à cette question est souvent que le cobalt arrive de la République démocratique du Congo. Donc, merci de ton partage, merci de cette recommandation. Donc, tout le monde peut... Donc, c'est seulement en anglais, mais voilà, je vais partager le nom du livre dans la boîte du chat, du dialogue. Nous allons passer maintenant à Sœur Marie-Claire. Sœur Marie-Claire. Yes, thank you very much. I want to ask, I hear my sisters. Je voudrais demander... La connexion est mauvaise. Comment quelqu'un peut avoir accès au projet d'énergie renouvelable? Millennium Goals. Non, la connexion est mauvaise. Je n'arrive pas à comprendre la phrase de la sœur. C'est difficile à comprendre. That are in rural areas to be connected to energy. Myself, I'm working in a rural area. The women and the youth. Now, my sisters are doing in some places. I heard the sisters from mes sœurs
travaille. J'ai entendu la sœur de Namur, donc qui travaille dans ce projet de Jessica. Je n'ai pas compris d'où elle a eu le soutien pour aider la communauté, mais aussi aider elle-même dans les écoles et aussi pour aider les communautés locales. Donc, comment elles font, c'est ma question. Je l'ai perdu encore une fois. Thank you, Marie-Claire. I And have a few projects. Merci Marie-Claire. Nous avons quelques projets, mais ces projets sont bloqués. Thank you very much. Merci beaucoup. thank you. Just to clarify. Oui, juste pour clarifier, parce que vraiment le son n'était pas bon. Ce que j'ai compris, je crois que j'ai compris les questions principales. Elle voulait savoir donc ceux qui travaillent dans des projets pour l'énergie, où est-ce que vous avez trouvé les ressources financières ou les autres genres de ressources dans le but de soutenir ou de commencer vos projets. Donc, c'est la question comme je l'ai reçue et je vais donc appeler tous les participants. Si vous avez à répondre, j'inviterai tout d'abord Sir Vivienne Chanda à partager son commentaire ou sa question. Sœur Vivienne, allez-y. Hello. Yes, we hear you. I just want to Je voudrais simplement energy. The first time when I was missioned in the la première fois, j'étais en mission dans une zone rurale. hydro energy of electricity, but we are using solar system and the backup of energy of generator using diesel. Donc, il y avait beaucoup de générateurs dans la zone. Such a big challenge because Je n'ai pas vu tout ceci comme défi parce que notre pays receive a lot of sunshine. So solar a beaucoup de soleil, but whenever mais this season, which is like durant cette saison, we don't have much sunshine. lorsque nous n'avons pas le soleil, nous utilisons donc Then I les was générateurs. to Donc, nous avons des systèmes de panneaux and in New York City, we had dans les a backup grandes of the generator and then villes. using the Voilà, donc on utilise les panneaux solaires durant les saisons de grand soleil et lorsque l'on n'a pas de soleil, on utilise les générateurs. our congregation, Notre congrégation, nous, voilà, dans notre système solaire de backup, de soutien, nous utilisons les batteries rechargées. Et lorsque nous avons une coupure, nous utilisons encore les panneaux solaires. Nous n'avons pas fait l'expérience de coupure d'électricité. Voilà, donc nous avons ces trois systèmes. Mais voilà, au couvent, nous n'avons pas de coupure à cause de ces systèmes. Et ce système solaire donc recharge les batteries et voilà. C'est ce que j'ai voulu ajouter. Merci d'avoir partagé donc sa perspective du Zambia. Je vais inviter maintenant, puisque Jessica est avec nous et puisque sa connexion est bonne, je vais l'inviter à répondre à ces questions et commentaires qui ont été soulevés par les autres participants de groupe. Sí, brevemente desde nuestra experiencia como colegio, Très rapidement, depuis mon expérience dans notre école, dans nos écoles, je voudrais essayer de répondre à la question. Nous sommes un institut qui s'autogère. Nous travaillons durant l'année académique
Chaque année, nous calculons les coûts pour chaque enfant et par la suite, nous calculons donc la scolarité qui doit être payée par chaque famille. Le projet d'énergie fiable qui était l'installation du système des panneaux solaires. Comme nous avons dit, donc les panneaux solaires et puis on charge des batteries. Nous avons des problèmes avec les batteries. Nous avons eu besoin de les renouveler et même avec un bon plan, nous avons eu des soucis, des obstacles. Donc, avec le gouvernement et le transport, nous avons dû payer 2 fois les batteries et les acheter donc 2 fois. Lorsque la grille publique est en coupure, nous activons l'électricité que nous avons reçue des panneaux solaires et que nous avons chargés dans les batteries. Donc, nous essayons de fournir l'électricité de ces ressources dans nos écoles. Merci, Jessica. Je crois que nous arrivons à la fin de notre temps ensemble aujourd'hui. Je vais donc remercier, clôturer, remercier tout le monde, toutes les personnes qui ont contribué, particulièrement à ceux qui ont présenté, nos intervenants, qui ont partagé leur expertise, leurs projets avec cette communauté ici. Et je voudrais vraiment apprécier l'équipe des interprètes qui nous permettent de comprendre les uns les unes les autres à travers les continents. Et finalement, je voudrais donc laisser une parole positive, répéter donc ce que Jessica a dit, que nous pouvons tous reconnaître le parcours devant nous pour avoir accès, garantir l'accès à l'énergie fiable et abordable. Donc, ce n'est pas un mouvement vers l'avant horizontal, c'est plutôt c'est une montée. Je crois que c'est vraiment un investissement à long terme de foi. Nous devons être persistants, persévérants dans notre travail pour demander au gouvernement les rendre compte, la responsabilisation pour assurer l'énergie et de continuer une relation avec le gouvernement, à dialoguer et vraiment de les appeler à collaborer et à l'action avec nous, là où nous travaillons sur ces projets. Donc, je remercie tout le monde pour votre intérêt autour de cette thématique importante. Nous allons nous retrouver demain à la même heure pour parler. Je vais partager rapidement sur l'écran le sujet de notre rencontre demain. Donc, nous allons parler du développement de l'ODD numéro 9, les infrastructures résilientes pour promouvoir l'industrialisation et promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourage l'innovation. J'ai une question. Est-ce que nous avons besoin de nous enregistrer chaque fois? Non, vous pouvez vous enregistrer une seule fois et c'est le même lien pour toute cette semaine et notre dernière séance. Je vais voir comment ça fonctionne. Ce n'était pas facile de commencer. Merci d'apprendre et merci de naviguer dans ce système. Voilà, c'est notre session demain à la même heure. J'espère donc que beaucoup d'entre vous seront capables de nous rejoindre pour partager et pour participer à la conversation. J'attends de vous voir demain et à tout le monde, merci et bonne continuation de votre journée. Au revoir. Thank you. Bye.
Thank you very much. Hey, muchísimas gracias. Teresa. Merci. Thank you to Merci. everyone. Merci pour la confiance entre nous. Merci pour tout. À Tomorrow. demain. Thank you very much.